Bonjour les amis. Comme je vous l'avais annoncé, je ne suis pas seule aujourd'hui. Je suis avec un invité qui aura le temps de se présenter et avec lequel on fera mieux connaissance, qui va nous partager également son expérience de vie, tout ce qui a marqué son adolescence jusqu'à aujourd'hui, ce qu'il devient. Et je crois fermement que ce temps d'échange fera du bien à plus d'une personne. Alors, bonjour, Bonjour, Papa bonjour. Manassé. Bonjour à tout le Bonjour. monde. Dieu vous bénisse. Amen, amen, d'accord. Merci encore d'avoir répondu à C'est l'invitation. moi qui vous remercie. En tout cas, je suis très heureuse de te recevoir. On va déjà commencer. Tu vas te présenter pour qu'on puisse faire plus ta connaissance. D'accord, je suis le pasteur Wei Manassé. Pasteur Wei Manassé, je suis affecté sur l'église de Sangon 4. Voilà. Et je suis marié, j'ai un enfant. Voilà, donc on est là pour partager donc, l'expérience et puis encourager tous ceux qui vont nous écouter. D'accord. Encore une fois, merci. Donc, je suis avec le pasteur Manassé avec qui on va échanger. Donc, pasteur Manassé, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours de vie? Les circonstances déjà qui ont marqué ta naissance. On va commencer par là. Les circonstances qui ont marqué ta naissance. Tu viens d'une famille de combien d'enfants? Dans quel environnement tu as vraiment évolué en tant qu'enfant? Voilà, on va déjà commencer par là. D'accord, je voulais vraiment dire que je suis vraiment dans la joie d'être là donc pour participer à cette interview-là sur cette page que j'apprécie énormément. Je trouve que tout ce qui se passe sur cette page-là vraiment bénit beaucoup de gens et c'est une grande joie pour moi. Je voulais dire comme ça que par la grâce de Dieu, ça fait quelques années maintenant que j'ai l'occasion avec l'aide du Seigneur, de partager cette expérience, ce témoignage-là, qui parle d'une vie de délinquance, qui parle d'une vie de tabagisme, qui parle de ce passé-là assez sombre. Mais je dois dire que je commence par une famille chrétienne, une famille de serviteurs de Dieu, avec une fratrie de six enfants. Voilà, 6 enfants. Voilà, donc 2 garçons et 4 filles. Alors, explique-nous un peu comment se passe comment déjà tu vis au monde. Ok, d'accord. À ce moment précis-là, je veux dire tout simplement que j'ai une mère qui aime beaucoup le Seigneur, mais qui après son mariage a peiné pour avoir un enfant. Elle a passé quand même, on va dire, un an et demi, peut-être 2 ans sans avoir d'enfant. C'était un moment assez difficile. Beaucoup de gens se posaient la question, des parents. Vous savez, en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire, la belle famille et autres, beaucoup de gens, même à l'église, on lui posait la question. Et elle va vraiment commencer à prier. Ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle a jeûné, elle a prié pour dire Seigneur, je veux un enfant. Et le Seigneur va faire grâce, le Seigneur va l'exaucer. Elle tournait un peu partout, des visites. Elle avait beaucoup d'activités à l'église. Elle chantait, elle était une responsable des femmes. Elle était même ouvrière d'une cellule de prière. Et elle faisait toutes ces choses-là. Mais il fallait vraiment que le Seigneur lui accorde cet enfant-là. Et elle va demander à Dieu, après ce moment de jeûne-là, le Seigneur va lui permettre vraiment d'avoir des débuts. Elle a fait un test à cette époque-là, c'était pas facile. Et quand elle a vu que c'était positif, elle a voulu appeler cet enfant Manassé, qui signifie Dieu m'a fait oublier mes peines ou encore mes souffrances. D'accord. Donc on voit déjà là que tu étais vraiment un enfant très désiré parce que très tôt, maman a voulu avoir aussitôt un enfant après son mariage, mais ça tardait. Voilà, donc avec la prière, le jeûne, quand Dieu l'a exaucé, elle t'a conçu, donc elle a donné ce nom Manassé. D'accord. Donc, on comprend un peu mieux ta venue au monde. Et donc, explique-nous un peu si le détail. Et après donc, à ma venue au monde, par la grâce de Dieu, on a baigné dans cette atmosphère chrétienne, avec des parents qui sont assez purs dans la prière, dans la parole de Dieu. En tout cas, une excellente éducation. À un moment donné, j'ai eu d'autres petites sœurs, j'ai eu un petit frère, il y avait dans la maison de la vie et beaucoup de choses. Et j'étais un enfant, comme tu as dit, désiré.
on va dire même en griffe, un enfant un peu gâté, à qui on pouvait donner plus ou moins ce qu'il voulait dans la mesure des possibilités de nos parents. Et à un moment donné, ça a eu quand même, ça agit quand même sur notre façon de faire. J'étais assez turbulent, me croyais plus ou moins tout permis, un peu paresseux parce qu'on faisait presque tout pour moi. Mes parents décidaient comme ça de m'envoyer chez un oncle. C'est là que je sors de la maison de mes parents. Je vais sur le petit frère à ma mère qui est instituteur et il était directeur d'école dans les encablures d'Abidjan, quelque part vers Alépé, dans un village bateau. Et là-bas, je fais 3 ans. Là-bas, je vis une expérience parce que je côtoie la cigarette. Mon oncle fumait. À cette époque-là, maintenant, il a arrêté toutes ces choses-là. Et c'est vraiment quelqu'un de bien que je salue au passage. Mais à cette époque-là, il y avait la cigarette, il y avait l'alcool, il y avait beaucoup de choses. J'ai appris des choses positives là-bas parce qu'à l'école, et les petits travaux à la maison, laver les habits, les assiettes, c'est des choses qui sont assez importantes. Même balayer, faire le ménage, toutes ces choses-là. Et c'est une base. Et à côté de ces choses positives-là, j'ai aussi côtoyé toutes ces choses-là qui, plus tard, allaient vraiment agir parce que il faut comprendre que la Bible dit instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Pour dire que tout ce que les parents font, les tuteurs, plus ou moins ceux qui sont supposés être ces responsables-là, chargés de l'éducation de ces enfants, tout ce qu'ils font, leurs faits et gestes sont vraiment suivis par ces enfants-là. Et plus tard, ça peut vraiment agir. Et c'est comme ça que, après mon passage là-bas, une fois de retour chez mes parents en classe de 6e, déjà, un pas après l'autre, va commencer cette vie-là qu'on peut qualifier de tabagisme, de voyousie et de tout ce qu'on peut donner comme appellation pour ce parcours sombre là, comme je le disais tantôt. D'accord. Donc, chez ton oncle, tu arrives, tu avais quel âge, enfin, je dis, tu étais en quelle classe quand tu arrivais? Chez mon oncle, j'ai fait 3 ans. Donc, les 3 dernières années de mon circuit primaire. Donc, de la classe de CE2 jusqu'au CM2. Voilà, je ressortais de chez mon oncle, en allant en classe de 6e, mes parents ont voulu que je retourne à la maison. J'étais tombé malade. Il y a eu beaucoup de situations. Je ne vais pas rentrer dans certains détails, mais j'ai vécu une maladie. J'étais anémie, il y avait de l'eau dans mes poumons, il y avait tellement de choses. C'était comme une attaque. C'était comme presque, j'ai vécu même un coma de quelques minutes ou de quelques heures. Mais c'était vraiment, vraiment difficile. Je me souviens. Et c'était vraiment difficile. Et je crois que c'était pas la prière. Parce que quand on a confiance en Dieu, il est capable de faire des choses extraordinaires. Donc, je vois que vraiment, tu as été très tôt exposé. C'est-à-dire, souvent, on se dit que c'est quand les enfants sont peut-être d'un certain âge qu'ils font attention à tout ce qui se passe dans l'environnement. Mais là, les 3 dernières années de l'école primaire, tu étais vraiment encore très, très jeune. Et malgré ça, tu as vraiment observer tout ce qui se faisait, et ça a eu vraiment une influence négative sur toi. Et une fois que tu finis ton parcours chez ton oncle et que tu reviens après une crise de maladie, tu restes ou tu retournes? Mes parents décident tout simplement que je reste. Que je ne retourne plus. Et là, je vais en classe de 6e. Au fur et à mesure que j'ai commencé à avancer, je me suis attaché à cette vie-là parce que très tôt, j'ai commencé à toucher la cigarette. Très tôt. Environ à quel âge, on va dire? Je peux dire vers la fin de la classe de 6e, une fois au passage, mais je ne me suis pas vraiment attaché à cela à cette époque-là. Mais en classe de 5e, 4e, je veux dire tout simplement qu'un pas après l'autre, au fur et à mesure, je veux dire à nos amis internautes qui nous suivent sur cette page-là que aujourd'hui, beaucoup de jeunes suivent des personnes. J'ai suivi des gens. À cette époque-là, il n'y avait pas trop Facebook, il n'y avait pas Instagram et autres, tout ça, TikTok. Mais on suivait des amis de façon assez basique, même c'est-à-dire on se suit, on marche, on se promène. Voilà, aujourd'hui, on peut cliquer puis suivre quelqu'un, mais suivre des personnes, en réalité, il faut vraiment faire le tri, il faut savoir qui on suit. Je veux lancer l'appel avant d'aller plus loin pour dire déjà que celui qu'on doit véritablement suivre, c'est Jésus de Nazareth. J'ai suivi des amis, c'est comme ça que je suis allé. Un jour, on fumait la cigarette, on s'est retrouvé, pas qu'il n'y avait plus de cigarette, mais un ami a fait sortir un joint, donc de l'herbe qu'on appelle
en bon français, cannabis, et tout ce que vous pouvez donner comme nom. Hein. Voilà, aujourd'hui, nos petits frères donnent tellement de noms. Pour je connais tous ces noms-là. Je sais de quoi je suis en train de parler. Et on roule un joint, on se met à fumer. On fume. Et c'est parti. On se lève. Et je vois que je suis dans une état secondaire. J'ai consommé quelque chose. Et je suis en même temps un peu curieux, mais une curiosité que je peux qualifier de coupable, parce que si une curiosité te pousse vers des choses qui vont te nuire à toi-même, là, cette curiosité, elle est mauvaise. Si ça te pousse vers la bourse, ou bien chercher le Seigneur, ou faire des bonnes choses, c'est pas mauvais. La curiosité en soi n'est pas quelque chose de méchant, mais si ça te pousse vers quelque chose qui peut détruire ta vie, là, je peux dire que cette curiosité-là est coupable. Et le lendemain, je me dis, j'étais dans un état, j'ai fumé quelque chose, j'ai pris quelque chose, je veux continuer de consommer. Et le corps s'habitue tellement rapidement qu'on va continuer dans cet élan-là jusqu'à devenir vraiment, on va dire, même des accros. Voilà, j'étais devenu à un moment donné, avec l'organisme tellement rodé, je ne pouvais pas me passer maintenant, et j'étais devenu vraiment un fumeur. Et j'ai commencé à fumer la drogue, la cannabis. Je suis allé un peu plus loin, jusqu'à toucher d'autres drogues dites dures, parce que quand je parle de cannabis, je parle de drogue douce. Je parle de drogue douce, mais au-delà de ça, il y a des drogues dures aujourd'hui qu'on peut appeler Yorp. Je sais que plusieurs qui nous suivent savent de quoi je parle. C'est des stupéfiants qu'on retrouve ça et là, mais peut-être que certaines personnes on dit peut-être la cocaïne, l'héroïne, mais c'est des dérivés de ces choses-là, mais qui nuisent beaucoup. Ça, je peux le dire. Franchement. Donc là, déjà, c'est marquant parce que tu es déjà à peine en 5e quand tu commences, et par l'entremise de tes amis à l'école ou du quartier. C'était des amis dans quel secte en fait? Des amis de l'école, des amis du quartier. Voilà. D'accord, à ce niveau-là, je peux dire que j'ai suivi des amis, comme je disais tantôt, des amis du quartier, de mauvaises influences parce qu'il y avait des vieux pères, comme on avait l'habitude de dire au quartier, des vieux pères qu'on voyait, parce que quelque part j'ai vu fumer, donc j'ai essayé de me lancer là-dedans. Je voyais des gens qui étaient vraiment rodés, qui étaient habitués, qui étaient tout le temps en train de fumer. Donc ces personnes-là nous ont influencés. Donc il y avait ces grands frères-là, on va dire comme ça. Donc il y avait des amis de ta génération, mais il y avait des aînés qui, comme montraient l'exemple. Voilà, d'accord. Donc, une fois que tu commences à prendre goût à toutes ces choses-là, quels sont les vices, on va dire, plus ou moins dans lesquels tu tombes? Comment se passe maintenant ta vie? Est-ce que tu continues d'aller à l'école? Est-ce que tu veux continuer? Qu'est-ce que ça change en fait dans ton quotidien? Ok, je dirais comme ça que je suis tombé dans ce qu'on peut appeler en bon français la délinquance juvénile. Donc, de l'âge adolescent jusqu'à un certain âge majeur et autres. Donc, tout ce qui est délinquance, c'est plusieurs fléaux qui minent la jeunesse aujourd'hui, plusieurs vices, on va dire. Donc, à commencer par la cigarette, la consommation de la drogue, mais aussi la sexualité. On peut citer vraiment la sexualité. Voilà, on commence par la masturbation. Je vais dire ces choses-là de manière assez simple parce que je dis ces choses-là de façon naturelle. Je les ai vécues. Aujourd'hui, avec l'aide du Seigneur, on a cette force-là de pouvoir dire ça. Pas parce que on le dit avec beaucoup de gaieté de cœur ou un certain nombre de fierté. Non, pas du tout. Mais on le dit afin que quelqu'un comprenne de là où il nous suit sur son téléphone, sa tablette et autres, que Dieu est capable de transformer, est capable de chambouler, est capable de nous donner des personnes nouvelles. Dieu est capable véritablement d'aller chercher quelqu'un de la boue et de le repositionner. Donc je parle de masturbation, je parle de sexualité, je parle de beaucoup de fantasmes, de rapports sexuels, ça et là. Je parle d'alcool, je parle de beaucoup d'alcool aussi, voilà, de quelques vices dans lesquels je suis tombé. Je parle même de vol. Voilà, de vol et de violence. Quand on parle de voyousie, de délinquance, c'est aussi beaucoup de violence, de bagarre et toutes ces choses-là qui tournent autour de cela. D'accord. Donc, comme on peut le voir, un vice entraîne un autre. Oui. Donc, ça a commencé avec la drogue, ensuite, on est rentré dans la sexualité, ensuite, l'alcool, donc la violence. Donc, violence à la maison, violence, voilà. Et tout ça parce que
l'environnement dans lequel on est. Voilà, il y a des personnes qui y sont déjà et on les prend comme modèle. C'est pour ça que c'est vraiment très important ce dont tu parlais pour attirer l'attention des jeunes. Aujourd'hui, effectivement, sur les réseaux, c'est très facile. Voilà, avant, on n'avait pas forcément cette facilité d'être connecté. Donc, en même temps qu'il y a du bon, il y a aussi le revers de la médaille. Donc, vraiment, j'aimerais aussi attirer l'attention des jeunes sur vraiment la facilité de tomber dans des vices aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec les amitiés. Voilà, donc c'est de vraiment faire très attention à ce qu'on regarde, à ce qu'on écoute, à ce à quoi on prend plaisir, parce que un vice entraîne un autre. Donc, comment déjà cette violence ou bien cette attitude changeante là est perçue dans la famille? Quelles sont les relations que ça commence à avoir avec les parents? D'accord. Voilà. Déjà, je le dis, cette vie-là je le dis, a vraiment dégradé la relation avec mes parents. Et je mets l'accent là-dessus parce que c'est source de malédiction. Quand nous regardons dans la parole de Dieu, dans Éphésiens chapitre 6, la Bible, le Seigneur nous dit tout simplement: honore ton père et ta mère. Et c'est accompagné de bénédictions. Tu vivras longtemps, tu seras heureux. Et quand tu n'es pas en train d'honorer tes parents, tu n'es pas en train d'être un enfant obéissant envers tes parents, il y a cette parole de Dieu là qui te sanctionne, soit de façon positive, soit de façon négative, parce que qui fait que tu n'es pas heureux, tu n'es pas. Donc il y avait ça, parce que les parents n'étaient pas contents. On pouvait, sous l'effet de l'alcool, sous l'effet de la drogue, pendant que les parents disent quelque chose, tu répliques. Je suis allé jusqu'à, même je le dis aujourd'hui, mes parents peuvent témoigner, ma mère, par la grâce de Dieu, qui vit encore. On pouvait, à un moment donné, tellement sous le fait peut-être mon papa, c'est quelqu'un qui non seulement qui a une certaine onction, une certaine grâce sur sa vie, parce que c'est un serviteur de Dieu, mais à côté de cela, c'est quelqu'un de bâti, quelqu'un qui a la taille, voilà, quelqu'un qui a la voix et toutes ces choses-là. Mais ma maman, par contre, elle pouvait me taper et j'étais poussé même à répliquer. C'est-à-dire, quand je parle de taper, je parle de corriger. C'est que les gens qui nous suivent de partout, en Europe et tout, je parle de corriger. Voilà, les parents appellent souvent à corriger, à peut-être punir et tout ça, mais je peux dire que quand tu es capable, en tant qu'un enfant, tu es capable de répliquer, peut-être porter main à maman, là, ça prouve qu'il y a un certain niveau il y a un certain niveau qui est assez osé, assez dépassé. C'est ça. Donc vraiment, ça a vraiment dégradé la relation entre les parents. Donc on va faire un coucou à papa et maman loin. On les salue, vraiment, que Dieu les bénisse. Amen. Ça n'a pas été facile pour eux, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je pense qu'ils sont très fiers de la personne que tu es devenue, et on leur fait un gros coucou au passage. Donc vraiment, on retient que la relation était dégradée avec les parents et avec les frères et sœurs. Est-ce qu'il y a eu aussi franchement, avec les frères et sœurs, c'était pas facile, parce que en tant que j'ai eu des petites sœurs avec qui il y a eu pas mal de choses. Je me souviens, il y a une de mes petites sœurs qui est tombée mou, on va dire ça comme ça, elle s'appelle Priscille. Et franchement, il y a eu un jour comme ça, j'étais quitté à l'église, j'étais passé, franchement je le dis, j'étais à la maison, j'étais en train de regarder des films. À cette époque-là, je mettais des CD de pornographie, de la masturbation, plein de choses. Je n'étais pas parti à l'église, c'était un dimanche, tout le monde était parti. Ils sont venus frapper à la porte. En tout cas, je me suis mis dans une colère là et je l'ai tapé, je l'ai giflé, je vais dire ça comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle a tapé la porte. Genre, ça te dérangeait? Bon, non, ou bien on est là, tu n'es pas là à l'église. Nous, on est là, on est quitté à l'église, on vient, on tape la porte, tu n'ouvres pas rapidement, on est sous le soleil et tout ça, et puis bon, paf, tu te mets en colère parce que tu as fumé, parce que tu es, bon, je sais pas, et tu tapes, au point que, franchement, elle peut peut-être être ensemble, ou bien soit ça. En tout cas, il y a eu beaucoup de dégâts, des bagarres, des violences à la maison, des meubles cassés, des portes. Et même il y a quelques traces dans la maison familiale. Donc il y a eu pas mal de violence.
pas mal de violence vis-à-vis de mes frères et sœurs à la maison et tout ça. Et comment tes petits frères ils le vivaient? Est-ce qu'ils exprimaient vraiment, tu sentais que ça les peinait? Est-ce que parfois voilà, comment est-ce que ils se sentaient? C'était pas facile, parce que c'était quand même une honte pour toute la famille. Une famille chrétienne, une famille pastorale. C'était une honte d'avoir un frère qui est dans ces choses-là. Et en même temps, ça pouvait aussi être, à côté de cela, une mauvaise influence. Je vais dire ça comme ça. En tant que grand frère qui pouvait emmener vraiment mes petites sœurs et mon petit frère vraiment à se lancer dans ces choses-là et aussi à sortir de ce chemin. Donc, on a pu constater vraiment que l'atmosphère était très difficilement gérable au niveau de la maison. Les relations étaient vraiment tendues. C'était difficile entre les parents, entre tes frères, tes sœurs. Voilà. Maintenant, ce que j'aimerais savoir également, en ce moment-là, est-ce que toi-même tu continuais à aller à l'école ou bien tu as stoppé les études? Comment ça se passait à ce niveau-là? Ok, d'accord. Il faut dire que cette vie-là, je le dis aujourd'hui pour encourager certains jeunes à sortir de ce milieu-là parce que on ne peut pas être dans cette vie-là et puis être un consommateur de drogue de façon intense. Après une année, 2 années, vraiment, à un certain niveau, on ne pourra plus aller à l'école. Vraiment quelque chose qui, en tout cas, mélange, on va dire ça comme ça, assez simplement, qui mélange la vie de l'adolescent, du jeune, de celui-là même qui est victime de ce fléau-là. Et je dirais que une fois en classe de première, je me souviens que j'avais fait la classe de première D et j'avais une moyenne passable. Je passais en classe de terminale D, mais j'ai carrément dit à mes parents, je dis ça à ma mère, je ne peux pas dire ça à mon papa parce que lui, on ne pouvait pas, vous avez dit c'était des choses, ça c'est pas possible. Mais j'ai dit à ma maman que je ne vais plus à l'école. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne fais plus comme on dit, j'ai dégamé. J'ai dit, je ne vais plus à l'école. Et franchement, ma maman a tout fait jusqu'à ce qu'elle essaie de vraiment me faire comprendre, mais en partie. Elle a dit comme ça que est-ce que je veux faire quelque chose? J'ai dit bon, comme tu insistes et tout ça, alors que c'est pour mon propre bien, mais franchement, c'était... Tu ne voyais pas ça comme ça, en fait. Voilà. On était complètement aveugle, si on peut dire ça comme ça, aveuglé. Mais j'ai finalement accepté de faire une formation. Une formation, c'était dans le domaine du bâtiment. Voilà, une formation que j'ai fait. C'était comme un CAP, mais c'était un peu conducteur de travaux bâtiments, CTB. Et puis après, je me suis tourné un peu vers l'électricité que j'ai aimé, l'électricité bâtiment. Je vais dire ça, l'électricité bâtiment. Voilà, depuis l'utilité jusqu'à tout ce qui est lumière, j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup la lumière, donc bon, je me suis tourné dans ces choses-là, et par la grâce de Dieu, c'est à ce niveau-là, je dirais que je me suis arrêté. Plus tard, c'est vrai que j'ai touché pas mal de choses, mais je dirais qu'en classe de première, j'ai arrêté, et je me suis retrouvé dans une école pour une formation dans le domaine du bâtiment. D'accord, donc on voit que ça a perturbé quand même ton parcours scolaire, voilà. Et après avoir fait la formation, tu as pu finir la formation quand même? J'avoue que pendant la formation, je me souviens que j'étais au ghetto. Quand j'étais au ghetto, je parle du lieu où on se retrouvait pour fumer et tout ça. À un moment donné, j'ai vraiment commencé à vendre la drogue. Je vais revenir peut-être là-dessus. Mais pour revenir sur la question, j'étais au ghetto. Ma maman voit un de mes amis, elle dit que non, dis à ton ami Manassé qu'ils ont eu une composition comme un examen à l'école. Les résultats sont sortis, c'est affiché. Lui là, il est parmi vraiment les admis. Mais je ne le vois pas depuis quelques jours. Il a découché, il n'est pas à la maison. Dis-lui au ghetto là-bas de venir. Il n'a qu'à venir à la maison. On veut le voir, il n'a qu'à rentrer à la maison. Mon ami vient me trouver au ghetto, il m'annonce la nouvelle. Ah, j'ai vu ta vieille, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Moi, je pense ça comme un sujet, c'est un sujet de joie, hein? Mais en même temps, on a commencé à... J'étais le vendeur. Parce qu'à ce moment-là, j'étais comme un vendeur de drogue. Et paf, j'ai dit, bon, c'est que là, c'est la joie.
on va distribuer la drogue, on va fêter. C'est pas, on va pas rentrer à la maison. Et en tout cas, franchement, c'était pas facile. Il fallait vraiment, en fin de formation, faire un mémoire, voilà, et puis essayer de pouvoir avoir le diplôme et tout ça. Par la grâce de Dieu, quand je suis sorti de prison, parce que j'ai fini par aller en prison. On va en arriver là. Après, j'ai pu véritablement essayer de vraiment finaliser les choses. Dieu merci. Donc, on voit vraiment qu'au niveau scolaire, ça a pris un coup. Oui, il y a eu même des. J'avais dit qu'il y a eu des moments où on a repris certaines classes. Parce qu'à l'école, c'était la violence. L'école, c'était comme on appelait ça déjà, on baillait les cours pour dire ça de manière terre à terre, comme on peut dire chez nous ici, à Abidjan, et tout ça. Mais c'était l'école missionnaire, c'était cette façon-là de s'en foutre de tout ce qui est essentiel, tout ce qui est. Voilà, cette vie-là, je veux dire à quelqu'un que quand tu es dans cette vie, l'amour de ce monde, comme on le dit, mais dans cette direction-là, quand tu prends cette direction, je le dis à un de mes frères, une soeur qui m'écoute, qu'en réalité, tu t'éloignes du but. Tu t'éloignes de l'essentiel, tu t'éloignes du plus important, tu es en train de t'éloigner de ton avenir et tu es en train de gâcher beaucoup de choses. Mais je suis là pour t'encourager, pour te dire qu'en réalité tu peux prendre une meilleure décision et on est là pour vous encourager. D'accord. Donc, on voit que à l'annonce de ta réussite, tu as profité pour voilà, parce que tu étais, comme on le dit, tu étais dans un mood pas possible, on pourrait le dire comme ça. Donc, au lieu de rentrer à la maison, donc déjà on voit que tu découchais, il t'arrivait de sortir, donc tu pouvais faire combien de temps dehors comme ça? Je pouvais faire des nuits, plusieurs jours. Et comment tu vivais? Est-ce que, ou bien c'était un coin pour retrouver? Ok, donc je dirais comme ça que progressivement, c'est une vie dans laquelle on progresse. Voilà, mais peut-être de façon négative. Parce que tu commences à être un fumeur, au fur et à mesure, tu t'accroches, tu deviens accro, tu deviens dépendant vraiment de tout ce qui est tabac, de tout ce qui est drogue. Voilà, et il faut dire que quand on vit au monde, on vit avec un certain nombre d'intelligences que le Seigneur nous accorde. C'est vrai qu'il y a la connaissance qu'on prend, il y a l'éducation, il y a toutes ces choses-là. On se forme même pour demain être actif dans la vie professionnelle, mais quand on n'est pas dans le plan de Dieu, on gaspille beaucoup de talent, on gaspille beaucoup de dons, même la beauté que le Seigneur t'a donnée et toutes ces choses-là, parce que tu te rends compte de quelqu'un qui est constamment dans l'alcool. Et je ne parle pas de bonne, je ne dirais pas qu'il y a une catégorie d'alcool qui sont qualifiés de bons, mais je veux plutôt aller en terre à terre pour dire qu'à cette époque-là, je parle de tout ce qui est alcool frélaté. De manière terre à terre, je peux appeler ça Koutoukou Belé. Je sais que beaucoup de gens ivoiriens qui nous suivent savent de quoi je suis en train de parler. Koutoukou, quelqu'un qui boit Koutoukou chaque matin, midi, soir. Lui là, sa beauté même là, il est en train de gaspiller ça dans la drogue, dans toutes ces choses-là. Et tous les talents que Dieu peut te donner, tu vas utiliser ça au service du diable. Je me suis rendu à William Civil, aller visiter un ami. Et une fois là-bas, on va au ghetto, on va fumer, on va acheter peut-être je dis comme ça, quelque chose pour 500. On achète pour 500 de cannabis. Je me rends compte que c'est tellement beaucoup par rapport à ce qu'on a vu d'acheter avec pour moi, mais il y a quoi? Et là, j'ai une idée. Je commence à développer un business dans ma tête. J'ai dit, je vais venir prendre la drogue ici pour aller vendre ça dans mon quartier. Je deviens comme ça un dealer, un vendeur de drogue. Et un par l'autre, on va être même contacté par certains vieux pères et pour faire à soi-même tout un business où il y avait un grand ghetto, où j'étais le vendeur principal, mais cette fois-ci avec des drogues dures, des yopa, où il y avait quelqu'un qui vendait tout ce qui est skunk, il y avait tout ce qui est comprimé illicite. Franchement, il y a des comprimés qui sont comme tout ce qui on a plus ou moins vraiment touché tout ce qui est qualifié comme stupéfiant, comme drogue sur le territoire de Côte d'Ivoire. Toutes ces choses-là, des comprimés, et il y a d'autres à côté qui vendaient l'alcool, les chassés et autres, d'alcool, et toutes ces choses-là, j'étais au ghetto. Et c'est dans cette ville-là que j'étais. Donc je vivais là-bas, je dormais là-bas, je peux passer à la maison à des heures en fonction du calcul, parce qu'on était dans cette ville-là, mais
On réfléchissait, mais juste qu'on utilisait cette intelligence que Dieu nous a donnée de manière assez négative. Je regarde quand il sait que mes parents sont pas à la maison, il sait qu'ils sont allés à l'église, ils sont allés faire des activités, je viens, je peux peut-être prendre une douche, ou soit je prends des vêtements, je retourne encore. Quand je dois rentrer peut-être à la maison, c'est après plusieurs jours, ou bien soit, franchement, je sais que peut-être Dieu là-bas, je sens que je suis vraiment fatigué et je veux me retrouver dans un minimum de confort. Et je suis le matelas que mes parents, qui se trouvent dans ma chambre, parce que là-bas, tu peux te coucher sur un banc comme si tu n'as pas un chez toi. Tu peux te coucher sur un banc, passer la nuit sur un banc, passer la nuit au ghetto assis quelque part là-bas, en train de fumer, en train de piquer, tu dors jusqu'au petit matin, tu te retrouves en train de te coucher, dormir sur une table d'une commerçante quelque part là-bas. Franchement, c'était dans des conditions vraiment précaires. D'accord. Donc, dans le processus, on va avancer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, tu arrêtes l'école, le cycle normal, tu fais une formation, par la grâce de Dieu, avec vraiment cette intelligence, on peut noter vraiment que tu es vraiment très intelligent, parce que malgré tout ça, je suppose que même dans la formation, tu n'y allais pas forcément tout le temps, mais comme tu as dit aussi, tu aimais tout ce qui était lumière, donc le fait de faire cette formation, peut-être que plus ou moins, il y avait une facilité de comprendre quand tu étais là, et Dieu fait grâce, tu es admis, mais tu continues dans cette vie, et comment ça se passe par la suite? Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Par la suite, c'est que je continue dans cette vie de délinquance-là, tout en négligeant tout ce qui est essentiel, important dans ma vie. Voilà, tout ce qui est formation, comment véritablement être quelqu'un de bien demain, on va dire ça ainsi. Mais toutes ces choses-là, j'ai négligé ça. Mais je me tournais vers tout ce qui allait plus tardement le nuit, en termes de santé, en termes de beaucoup d'autres volets assez majeurs et importants de ma vie. Voilà, parce que te mettre dans tout ce qui est sexualité, avec beaucoup de rapports, on peut avoir des maladies. La drogue, même tu fumes avec beaucoup d'autres personnes, le même joint que toi, tu mets dans ta bouche, tu donnes à l'autre. Et j'ai vu des tuberculeux en prison plus tard, j'ai vu des sidéens, j'ai vu des gens malades, des plaies béantes, j'ai vu beaucoup de choses. Même dans le vol, on agressait des personnes, on a volé, on peut t'attraper, te frapper, ou bien soi-même franchement, j'étais dans cette vie-là, j'étais receleur, c'est-à-dire je payais des objets qui étaient volés, j'étais dealer, j'étais vraiment à fond dans cette vie-là, ne sachant pas que son issue c'était la mort. J'ai des amis qui sont morts, j'ai un ami qui est décédé. Parce qu'il allait voler, on l'a attrapé en avion. Ils ont même peut-être tiré sur lui, selon le récit qu'on m'a donné. Et il était le fils unique de son papa qui était professeur. J'ai des amis qui ont perdu la tête. Je dis façon terre à terre, ils sont devenus carrément fous à cause de la consommation de drogue dure qui n'allait pas forcément avec leur organisme. Bon, je ne sais pas si ça doit se dire ça. On peut dire que tu n'allais pas avec l'organisme parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a quelqu'un de précis qui a un organisme qui est favorable à la consommation, à la drogue, parce que c'est nuisible pour tout le monde. Ce n'est pas quelque chose que nous conseillons. Voilà, donc j'étais dans cette vie-là. Et il faut dire que c'est considéré selon le code pénal de notre pays comme des délits. Voilà, et donc au fur et à mesure, on était recherché par la police judiciaire, par la brigade. Quand je dis police judiciaire, je parle de la PJ, comme on le dit de façon assez. Voilà. Je parle juste de la brigade des stupéfiants, je parle de toutes ces choses-là, avec des enquêtes. Bon, franchement, on était dans cette vie-là, sachant qu'on nous recherchait. À plusieurs reprises, on a eu à échapper, on a couru par-ci, par-là, et on avait une organisation. Au bout d'un moment, on pouvait se taper la poitrine pour dire franchement, on est arrivé à un niveau, personne ne peut nous attraper. J'étais tellement à fond dans ces choses-là, et je suis arrivé. C'est pourquoi je le dis avec beaucoup de simplicité que de militer. Certes, on n'est pas des meilleurs, mais on avait cette grâce d'avoir cette petite intelligence que Dieu nous a donnée, mais on utilisait ça de manière négative. J'étais capable de voir quelqu'un qui était habillé en civil, mais par sa gestuelle, par sa manière de faire, je peux savoir si c'est comme on le dit, un corps habillé. Je peux savoir si c'est un policier, si c'est voilà. Et du coup, on peut même être capable de dissimuler tout ce qui est stupéfiant pour ne pas qu'on ait un délit, pour ne pas qu'on ait une preuve. Donc, on était organisé dans un ghetto où il y avait des guetteurs, il y avait des gens qui vendaient, il y avait tout un tas de choses et
malgré cette vie-là, quand le Seigneur ne t'attend pas quelque part, que ce n'est pas vraiment ta destinée, au bout d'un moment, tu finis par tomber dans le scénario, j'ai envie de dire, pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, le scénario de Jonas. Parce qu'à un moment donné, on a mis la main sur nous. Un soir, on était au ghetto, les gens sont venus, des policiers, ils sont venus à plusieurs armés, avec aussi ce qu'on appelait dans le jargon, quand on parle en mousse et autres, on les appelle les oraux, les soyers, mais en gros, en bon français, on les appelle tout simplement des indiques. Et la police travaille avec des indiques. Voilà, donc ils sont venus et ce soir-là, ils avaient mis la main sur pas mal de gens. Donc le vendeur principal, que j'étais moi-même, et on allait nous envoyer à la brigade de stupéfiants. Et là-bas, on a fait une semaine, pratiquement 6 jours, avant d'être déféré donc à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Et vraiment, devant l'Empire, on a continué ce débat-là jusqu'à ce qu'on soit là. D'abord, on vous saisit, donc on met la main sur vous, avant de vous déférer, c'est ça? Oui, quand on nous attrape, on nous envoie à la brigade des stupéfiants. Là maintenant, on va faire le PV et tout ça. Voilà. Selon le code pénal, j'ai envie de dire comme ça que quand tu consommes la drogue douce, tu as minimum 12 mois d'emprisonnement, 1 an. Quand tu es un vendeur, c'est jusqu'à 60 mois, 5 ans de prison, et ainsi de suite, pour plusieurs qui sont dans le droit et qui sont mieux placés par rapport à nous autres. Mais il faut dire qu'on allait là-bas. Je devais être vraiment condamné à une peine assez, parce que j'étais même dans les vols de nuit en réunion, j'étais dans le recel, c'est-à-dire j'ai recelé, j'achetais des articles volés, des bouteilles de gaz, des gens qui allaient voler, parce qu'on était dans un village de voyous, un village de drogués, de voleurs, de brigands, des gens même qui travaillaient, qui braquaient. Voilà. Donc, toutes ces choses-là, donc il y avait pas mal de délits. C'était en tant que vendeur même. Donc, sur mon PV, c'était mis vendeur. Et toutes les quantités qui avaient été mesurées, un peu de stupéfiants qu'on avait trouvé, voilà, mesurées en grammes. Mais c'était des grandes quantités quand même qu'ils avaient. Voilà. Et au bout d'un moment, il fallait vraiment nous juger. Voilà. Donc, il y a eu un procès, on allait au palais de justice de Yopougon. Et là, on m'a condamné. On m'a condamné. Et par la grâce de Dieu, je veux dire ici qu'il y a eu la prière de mes parents. Il y a eu vraiment l'intervention de mes parents. Et surtout, la main du Seigneur. Mon délit a été disqualifié. Ils ont décidé de nous accorder ce qu'on peut appeler un début de grâce. Et on m'a condamné à 12 mois d'emprisonnement ferme, en mettant tout simplement en détention en vue de consommation de drogue douce. Ce n'était pas ce que j'étais en réalité, mais le Seigneur a permis que ça soit comme ça. Et on m'a condamné déjà pour alléger vraiment ma peine et on m'a donné 12 mois d'emprisonnement ferme. Je me retrouve en prison dans un contexte franchement de petit frère d'enfer. À foi, précise.